Quand les gens viennent avec une tendinopathie non rompue, je leur dis, écoutez, malheureusement, vous avez tout eu du traitement médical bien conduit, mais moi, j'ai pas de solution à vous proposer. Votre acromion n'est pas agressif, c'est pas ça qui est la cause de la maladie, de votre problème. Et pour le moment, le loup n'est pas sorti du bois. Le jour où vous aurez une rupture de coiffe, là, le loup sera sorti du bois. Je pourrais le viser, je pourrais le tuer. Mais là, si je tire dans le bois sans savoir, c'est sûr que je passe à côté. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, le nouveau podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes, qui décortique aussi la vie, VIE, de sportifs de haut niveau et qui permettent de comprendre comment ces gens-là font pour rester au top. Et enfin, qui décortique la vie de patients aux histoires extraordinaires. Donc aujourd'hui, on est avec un spécialiste, mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que je viens de regarder les statistiques et à 2 semaines du lancement du premier épisode, on est déjà à plus de 21 000 téléchargements. Donc, waouh, c'est énorme. Donc, un grand merci. Continuez de partager parce que moi, c'est ce qui me motive. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fait monter au classement, ça me rend crédible. Donc, on continue l'aventure. Merci à vous. Aujourd'hui, Jérôme Garret, donc chirurgien de l'épaule à la clinique du Parc, clinique très connue à Lyon. Jérôme Garret est un senior de la chirurgie, c'est-à-dire qu'il a énormément d'expérience. Vous verrez exactement ce qu'on appelle senior. On commence le podcast avec l'organisation de ces semaines. Vous verrez que c'est assez chargé et il va nous raconter un petit peu aussi son parcours depuis les études de médecine jusqu'à son poste aujourd'hui de chirurgien à la clinique du Parc. Petite anecdote, j'ai rencontré Jérôme il y a 8 ans. Donc c'était à la sortie de mon école d'ostéo, j'étais étudiant et j'avais raté le bus pour retourner en ville. Sachant que l'école était un petit peu à l'extérieur de la ville et donc étant un peu en retard, je suis allé au feu rouge, quelque chose que je faisais régulièrement et que je fais toujours d'ailleurs régulièrement. Et j'ai toqué au carreau d'une voiture, belle voiture, je me suis dit ça peut être pas mal pour rentrer en ville. Et il s'avère que la personne qui m'a pris en stop, c'était Jérôme Garret. Et il allait opérer. Donc il m'a déposé en ville, on a gardé contact, etc. Et là, 6, 7, 8 ans après, je sais même pas, nous voilà autour d'un micro à parler de tendons, de coiffe de rotateur. Donc vous verrez, la deuxième partie est un peu plus technique, mais extrêmement intéressante. Je pense que ça sera quand même compréhensible pour la plupart d'entre vous, sachant que les professionnels de santé vont être particulièrement nourris par cet épisode. Donc on parle de tendons, comme je vous disais, de la coiffe des rotateurs, parce qu'il est chirurgien de l'épaule, et des différentes pathologies sur ces tendons, et des moyens de traitement, des moyens de prévention. Vous verrez, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste de ce niveau, j'ai envie de dire. Donc j'espère que vous allez apprécier, et puis voilà, on se retrouve tout de suite avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir un vendredi soir, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc on va vous poser quelques petites questions, mais avant, pour cadrer un peu la chose, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi ressemblent vos semaines. Les semaines, elles sont très chargées, mais heureusement, j'ai des week-ends pour me reposer. Alors, une semaine, ça s'articule par des consultations et du bloc opératoire. Je consulte les lundis, mardis et jeudis, et j'opère les mercredis et les vendredis. Alors, j'opère mercredi et vendredi toute la journée, et je consulte le lundi toute la journée, et j'essaie de garder un peu de temps pour faire ce qu'on peut appeler du scientifique ou des colloques ou gérer des choses un peu qui sont en dehors de l'activité de consultation. Ça, c'est pour le mardi après-midi et le jeudi après-midi. En l'occurrence aussi pour préparer des fois des opérations, parce qu'il y a des opérations qui peuvent nécessiter des préparations et ça nécessite du temps. Donc j'ai un peu plus je travaille mais sans voir de patients ni opérer les mardis en deuxième partie d'après-midi et les jeudis en deuxième partie d'après-midi. Alors les journées commencent tôt. Je me lève le matin à 6h moins le quart. Et je pars au travail à 7h, on opère, j'arrive au travail à 7h, on commence à opérer à 7h le matin. Donc la vie du chirurgien, c'est souvent une vie qui commence tôt le matin. Mais voilà. Par contre, le vendredi soir, à partir de 19h, là je ferme la boutique et puis j'essaie de
en tout cas plus travailler, pas opérer, ni consulter, ni les samedis, ni les dimanches. Voilà. Et puis j'essaie de garder toujours 2 heures dans la semaine pour faire du sport. Ça c'est essentiel, surtout après 50 ans, si vous ne faites pas de sport, vous avez vite fait de plus être en forme. Donc je garde 2 heures dans la semaine pour faire du sport. Ok, bon, on reparlera de ça justement, mais et une journée de consultation donc, commence à 7 heures. À 7 heures, vous êtes prêt pour opérer et vous enchaînez combien de patients? Comment ça se passe une journée d'opération un peu plus en détail? Alors, une journée d'opération, ça commence à 7 heures le matin, ça termine souvent vers 17 heures. On fait une petite pause déjeuner, mais en général, moi, je déjeune au bloc opératoire, donc c'est une petite salade avec mon équipe chirurgicale. J'opère sur 2 salles et une journée opératoire, j'opère environ 8 patients, 8 à 9 patients. Alors, mon activité principale, c'est l'épaule, mais je fais aussi du coude et du poignet. Une opération dure en général 1 heure et demie. Il y a des opérations un peu plus longues. Une prothèse d'épaule, par exemple, ça peut être 2 heures. Une butée d'épaule, ça peut être 1 heure. Enfin, globalement, le temps de l'intervention, son environnement, de l'entrée du patient à la sortie du patient dans la salle d'opération proprement dite, c'est souvent 2 heures. Alors, j'alterne sur 2 salles et j'ai mon équipe qui me permet, qui installe, ils endorment le patient, ils l'installent. Et puis moi, j'arrive et on met les champs opératoires et je fais l'opération. Voilà. Donc ça, c'est pour une journée opératoire. De 7 heures à 17 heures dans le bloc opératoire, dans l'enceinte du bloc opératoire. Puis après, on va faire la visite, on voit les patients qu'on a opérés. Il y a de plus en plus de patients qui sont opérés en ambulatoire, donc ils sortent le soir de leur intervention. Alors là, il y a aussi toute une équipe qui a vu les patients dans le service d'ambulatoire pour leur rappeler les consignes de rééducation, comment porter la telle, les traitements qu'il faut prendre, etc. Donc voilà, moi je passe le soir pour donner des informations aux patients sur la façon dont l'opération s'est passée et puis je leur rappelle souvent ce qu'on leur a déjà dit toute la journée. Voilà, ça c'est la visite du soir. Et puis il y a toujours un petit imprévu, un patient qui avait eu un souci, qui rappelle, votre secrétaire qui vous dit il y a monsieur un tel ou madame un tel qui a téléphoné, elle est un petit peu inquiète, alors on a un petit coup de téléphone à passer ou deux. Voilà, ça c'est pour la journée opératoire. Et pour les urgences, comment vous gérez parmi tout ça? Alors, moi, j'ai pas de service. Je fais peu d'urgences, mais enfin, quand même, je prends en charge de la traumatologie parce que j'aime bien ça. Puis je trouve que c'est vraiment la valeur ajoutée du chirurgien un peu senior, parce que je commence à être un peu senior maintenant. Et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée quand le chirurgien senior peut faire de la traumatologie. Alors, je ne cache pas que je ne suis pas dédié à faire de la traumatologie. Il y a des services de traumatologie qui sont vraiment dédiés à ça et moi, je n'ai pas une activité dans ce cadre-là. Mais j'aime bien en faire de temps en temps. Alors, c'est souvent de la traumatologie différée. C'est des gens qui sont victimes d'un accident de ski ou d'un accident de vélo. Souvent, c'est les épaules qui trinquent. Et donc là, si je suis disponible, eh ben, je reçois le patient en consultation dans les jours qui suivent le traumatisme. Et puis, j'essaie de les opérer dans un délai raisonnable, c'est-à-dire souvent dans moins de 8 jours après l'accident. Mais vous faites des heures sup ou alors vous avez des créneaux dédiés à ces urgences? Alors, je laisse toujours un créneau pour prendre une urgence. Et alors, quand il n'y a pas d'urgence, eh ben, c'est un peu du temps volé. Donc ça, c'est formidable. Ça me donne 1 heure et demie de temps volé. Et puis, quand il y a une urgence, mais la plupart du temps, j'ai une urgence que je dois rajouter. Voilà. Voilà, s'il y en a 2, heures sup par contre. S'il y en a 2, c'est heures sup, oui. Ok, Ouais. ça marche. Et je vous ai pas demandé votre parcours parce que c'est vrai que là, vous dites que vous êtes senior. Bon, peut-être pas, je sais pas comment on peut dire si vous êtes senior ou pas, mais dites-moi un peu votre parcours depuis le début. Comment ça s'est passé depuis les études de médecine? Alors, on ne naît pas senior, effectivement. Ouais. On est d'abord junior. Alors, les études de médecine, c'est un long parcours. C'est vrai, quand on se retourne sur le parcours effectué, on a l'impression que c'est interminable. Mais la réalité, c'est que ce sont des étapes qu'on franchit et que ces étapes se franchissent de façon assez régulière. Donc, moi, ça ne m'a pas pesé ces longues études. Au contraire, j'ai trouvé ça c'est plutôt agréable. Et puis, alors, les différentes étapes sont les suivantes. D'abord,
il y a le concours de l'internat. Il y a le concours de première année de médecine, pardon. Donc là, ça c'est le pire moment, ça. C'est le Ouais. pire moment parce que c'est vraiment une sélection. Euh, il faut bosser comme un dingue et Ouais. puis il faut avoir le concours. Voilà. Après, Bon. je pense qu'on va passer directement après à l'internat. Ouais, Ça intéressera exactement. plus. Ouais. Bien sûr. Alors, les études de médecine, mais c'est intéressant parce que les études de médecine, après, on a l'externat. Donc ça c'est les premiers Ouais. pas à l'hôpital. C'est vrai. Donc là, on a un petit jeune, on apprend. Et moi, là, j'étais externe et j'étais passionné par la chirurgie, quoi. Je m'imaginais pas faire autre chose que de la chirurgie. Et pour moi, la médecine, c'était des tours interminables de visites de patients pendant des heures et des heures à avoir des dossiers bien compliqués. Et j'avais envie d'action, quoi. Donc clairement, là, quand même, la passion chirurgicale, elle naît pendant l'externat. Vous rencontrez des gens, c'est les rencontres que l'on peut faire avec nos mentors. Ils vous emmènent au bloc opératoire, on voit des choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'envie, elle naît pendant l'externat. On passe au concours de l'internat, énorme épreuve, mais passionnante parce qu'on apprend le métier de médecin, donc c'est absolument pas une contrainte. Donc 6e année là, c'est ça? Ça, c'est 6e année de médecine. Mhm. Et puis là, on n'a jamais été chirurgien jusqu'à maintenant. Et là, à partir de là, vous êtes nommé au concours de l'internat, vous faites le choix de la chirurgie, et là, vous commencez votre formation de chirurgien. Si Alors, vous avez le classement pour faire ce choix. si on a le classement pour faire ce Ouais. choix. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, à mon époque, moi j'ai passé l'internat en 93. C'est vrai que c'était quand même les meilleurs qui choisissaient la chirurgie, quoi. Enfin, ils sont en toute modestie, hein, je dis Oui, ça, oui. mais je ne sais pas pour me la jouer, mais c'était quand même, voilà, la chirurgie, c'était un peu la voie royale quand même, hein. Et malheureusement, ça l'est un peu moins maintenant, parce que probablement, il y a des contraintes professionnelles qui sont plus tout à fait dans l'air du temps, quoi. Mais bon, alors, on passait le concours de l'internat, et là, on commençait l'apprentissage on commençait l'apprentissage de chirurgien. Et alors là, quand vous êtes nommé interne, vous avez l'impression que vous avez décroché le Graal, quoi. Vous avez l'impression que c'est formidable. Et vous mettez une blouse, vous relevez le col, vous dites ça y est, je suis chirurgien, quoi. Ou presque. En fait, vous êtes rien du tout. Et je me rappelle, moi, de mon premier semestre, je suis arrivé, j'avais un professeur de chirurgie infantile qui était une très forte personnalité. J'étais venu me présenter, il m'a dit alors c'est vous Garet, le futur interne? Je dis bah oui monsieur. Et il me dit bon alors il y a deux types d'internes, il y a les inutiles et les nuisibles. Alors choisissez bien votre camp. Alors là je suis sorti de son bureau, j'étais dépité. Bon alors il était le chef de service du pôle de chirurgie infantile, mais il était en viscéral. Heureusement le professeur d'orthopédie c'est le professeur Jérôme Bérard qui était extrêmement formidable et avec qui j'ai passé mon premier semestre, c'était exceptionnel. J'en garde un très bon souvenir. Alors après c'est l'internat. L'internat ça dure 5 ans, 10 semestres. Et puis à l'époque, moi je suis d'une génération où on faisait le service militaire. Et quand on était chirurgien, souvent, la plupart d'entre nous, on partait faire le service militaire en tant que coopérant ou alors dans les dom-toms. Et je suis parti comme ça dans les dom-toms aux Antilles. Et là, j'étais en 3e semestre d'internat et là, je me suis retrouvé parachuté sur une île dans les Caraïbes comme chirurgien alors que j'étais encore un embryon de chirurgien. Mais là, Encore inutile à cette époque. bah ouais, sauf que là, il fallait que je sois utile parce qu'il fallait faire, quoi. Donc là, forcément, c'est que des premières fois tous les jours. Tu fais pas toujours parfait, mais enfin, tu te débrouilles. Et puis là, c'est une expérience de vie incroyable. Donc là, pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable. Probablement les années les plus formatrices, les plus exceptionnelles, où je me suis retrouvé seul à faire des césariennes en plein milieu de la nuit, à opérer des péritonites, à opérer des fractures ouvertes, à opérer des tas de choses comme ça. Parce que quand vous êtes interne, du coup, vous naviguez de service en service suivant les semestres. Quand on est interne, on navigue de tous les 6 mois. On change tous les 6 mois. Et puis, on a une formation d'abord de chirurgie générale. Donc, on doit faire de la chirurgie viscérale. Moi, j'avais fait un semestre de chirurgie viscérale, un semestre de chirurgie vasculaire. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité entre la chirurgie orthopédique et la chirurgie vasculaire. Et c'est le service militaire, d'ailleurs, qui m'a fait faire de la chirurgie orthopédique parce que quand je m'étais présenté pour partir dans les dom-toms, on m'a dit vous êtes chirurgien orthopédiste? J'ai dit oui. Et puis après, j'ai voulu changer d'avis. J'avais présenté mon dossier 1 an avant. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit bon, vous êtes bien orthopédiste? J'ai dit non, je suis vasculaire. Vasculaire? Ah, on n'a pas besoin de vasculaire, hein. Nous, on veut un orthopédiste. Alors là, j'ai dit mais bien sûr, je suis orthopédiste. Je suis pas vasculaire. Et donc, je suis parti comme orthopédiste. Et j'ai fait de la chirurgie. En fait, j'ai fait de la chirurgie générale là où j'étais parce que c'était un tout petit hôpital. Et je faisais que de l'urgence quasiment.
aussi bien viscérale, obstétricale et orthopédique. Mais j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai créé des liens d'amitié avec des collègues, parce qu'on était 2 Lyonnais là-bas, et j'avais un de mes collègues qui s'appelle Eric Olagne, qui est chirurgien viscéral. On s'est retrouvés tous les deux, tout jeunes chirurgiens, et on faisait tout à deux. On faisait l'orthopédie, le viscéral, le vasculaire, etc., l'obstétrique. On faisait ça tous les deux. Alors on prenait nos livres le matin, on apprenait les opérations, et puis on arrivait, et puis on se soutenait comme ça. Et on est revenu de cette expérience avec, voilà, avec un bagage incroyable. C'était beaucoup plus facile. On savait ce qu'on ne savait pas faire. Et quand on est revenu, on savait ce qu'il fallait voir, quoi, ce qu'il fallait apprendre, etc. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup dégrossi. C'est une très grosse différence qu'il y a entre ma génération et peut-être la génération actuelle des chirurgiens qui se forment maintenant. Qui ont une formation avec des tutos sur internet, avec des cours, avec des cadaver labs, avec des tas de choses comme ça, organisées par des sociétés savantes, organisées par des laboratoires, des compagnies, etc. Donc il y a des moyens de communication qui sont probablement plus performants, qui sont beaucoup plus performants que ce que j'ai connu à l'époque. Mais par contre, peut-être moins livrés à eux-mêmes, quoi, dans des situations un peu de bah là maintenant, C'est moins concret, quoi. c'est toi le chirurgien, quoi. Donc là, il y a un bébé qui est dans le ventre d'une maman. Le bébé, il sort pas du ventre. Et là, si tu n'y vas pas, tu n'ouvres pas le ventre, tu fais pas une césarienne, tu perds le bébé. Donc là, t'as pas à discuter, quoi. T'apprends à ouvrir un ventre, hein. Et puis Ouais, puis c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. C'est un peu comme. Ça me fait penser à la pêche, moi, un peu. Vous savez, les petits nœuds qu'on doit faire, etc., qui sont souvent un peu compliqués. Je sais pas si vous pêchez. Exactement. Ouais, Si on lit des livres de pêche et qu'on n'a jamais pêché, Je suis après, on peut voileux, être un moi. peu. Je connais les nœuds, alors. D'accord. Et puis, Ah en ouais, ouais. chirurgie, Et est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là après avec des gens qui sont très bons en théorie, qui après se retrouvent au bloc et qui sont un peu. Pas mal habiles, mais qui, voilà, avec leurs mains, qui sont moins bons qu'avec leur tête. Alors, je pense que il faut être vigilant à ça. C'est comme tout, sur le plan, c'est un métier manuel, c'est vraiment un métier manuel, c'est vrai. Comme tout métier, et il y a des gens qui sont probablement plus doués que d'autres sur le plan manuel. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'il y a, il y a à peu près, il y a 10% d'entre nous, des chirurgiens, qui sont ultra habiles. Ultra habiles. On pourra jamais faire aussi bien qu'eux, parce qu'ils sont simplement, ils sont au-dessus du lot. Ils savent faire des choses avec leurs 10 doigts que les autres ne peuvent pas faire. Et pourquoi ? Parce que c'est du talent, quoi. C'est comme, vous voyez, Kylian Mbappé, il joue mieux au foot que les autres, quoi. Donc, il est juste plus habile, quoi. C'est Il du est talent, meilleur. C'est pas que du travail, c'est du talent. Ok. Et puis, vous en avez 10% qui sont vraiment malhabiles. C'est vraiment des malhabiles. Ils y arriveront jamais. Vous avez beau intellectualiser les trucs, essayer de leur faire comprendre, ils ont beau travailler, ils n'y arrivent pas. Ils sont pas doués, ils sentent pas le truc, quoi. Ils sentent pas le truc. Je pense que c'est de notre responsabilité quand on est en charge de former des plus jeunes. Bah, quand on en a des comme ça, il faut peut-être lui dire, faut peut-être changer Ça vous arrive de dire ça, du coup ? Ça vous est arrivé ? Alors, c'est une bonne question. Non, ça m'est pas arrivé, mais je me suis posé la question il y a peu de temps. Et là, j'ai dit au garçon, qui est un type que j'adore en plus, qui est ultra brillant intellectuellement, mais vraiment ultra brillant. Peut-être trop d'ailleurs, parce que je pense qu'il est très sollicité par les gens qui le côtoient. Tout le monde veut utiliser son intelligence, quoi, pour soi finalement. Faire bosser des statistiques, écrire des articles, corriger des articles. Donc tout un travail intellectuel dans lequel il excelle. Vous lui donnez quelque chose le soir à 20h en lui disant, dis donc, si ça pouvait être prêt à 20h30, ça serait parfait. Et à 20h30, vous recevez un mail, le truc a été décortiqué, lu, et il est comme personne ne pouvait le faire. Mais le pauvre, il a peut-être un peu oublié de... Donc là, je lui ai dit, maintenant, toi, tu es super fort, tu es super brillant, tu seras un excellent chirurgien, mais maintenant, ta priorité, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Alors, tu vas prendre tout le petit matériel du parfait petit chirurgien, puis tu vas apprendre à jongler. Parce que le jongleur de cirque, il n'a pas pris 4 ou 5 balles dans la main et il n'est pas arrivé au milieu de la piste en sachant jongler, hein. Il a d'abord appris à jongler avec 2 balles tout seul dans sa cuisine, et puis après 3 balles, et puis il a travaillé, etc. Bon, bah, la chirurgie, il faut être un peu comme ça pour certains. Voilà. Donc 10% d'ultra habile, 10% de pas doué. C'est pas le cas de celui dont je vous parle, hein. Je pense qu'il est doué. Et puis il y a 80% de gens normaux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut travailler, apprendre, et puis ça rentre, Et quoi. puis plus on travaille, plus on devient bon.
Ouais, ah bah Jusqu'à après, Enfin, chez après- tout le monde, en fait. Même celui qui est doué de base, bien il peut pas se sûr. passer de pas travailler. Ah ben non, mais de toute évidemment. façon, quelqu'un qui est doué, qui travaille pas, il y arrivera. C'est nul. Mais qu'est-ce qui fait que Jérôme Garret aujourd'hui est chirurgien à la clinique du Parc, reconnu, qui fait des congrès un peu de partout dans le monde, et qu'un autre mec va être, je dis n'importe quoi, à Bourg-en-Bresse ou à Bourges, je sais pas, et dans une plus petite clinique et pas trop reconnu. Bon, alors d'abord, il y a des gens formidables partout et pas exclusivement dans les grandes villes. Et c'est une question de rencontre. C'est les gens que vous avez admirés, donc vous avez forcément envie un peu de les imiter, de leur ressembler. Alors sans être à leur hauteur, mais d'essayer Et puis, moi, après, il y a de la chance, et puis surtout, moi, un de mes moteurs majeurs, c'est l'enseignement. J'adore enseigner. Parce qu'en fait, j'enseigne, j'aime transmettre, j'aime cette notion de compagnonnage qu'il y a dans le métier de chirurgien. Mais surtout, le fait d'enseigner, ça m'impose de bien comprendre, et ça m'impose de travailler. Et si je n'avais pas ces obligations d'enseignement en faisant des cours, des petits topos, des ceci et des cela, probablement que je travaillerais moins. Donc c'est un moteur, vraiment, c'est un moteur, ça m'aide à progresser. Ça vous oblige à être complètement dans le jus tout le temps. Et honnêtement, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas l'impression d'être toujours au top, quoi. Alors, on a des points de vue très différents les uns les autres, hein, les chirurgiens, on n'est pas du tout tous sur la même longueur d'onde. Souvent, on a des discussions très animées, c'est normal et tant mieux. Mais c'est bien de sentir, d'avoir l'impression d'avoir toutes les notions, toutes les compétences et les connaissances pour pouvoir discuter, échanger, voire défendre ses idées. Ok. Je vois. Et aujourd'hui, donc, vous êtes senior, et comment on voit, enfin, c'est vraiment un terme qui correspond à un cap dans la carrière d'être senior. Comment ça se passe? Ouais, c'est un cap, c'est-à-dire senior, ça veut dire que euh, qu'est-ce que ça veut dire senior? Ça veut dire que vous avez l'impression que vous arrivez à un sommet, quoi, que les gens veulent que vous les opériez. D'accord, il n'y a pas une histoire d'années Ah non, d'expérience, par exemple, ou de 20 ans de non, c'est chirurgie, on peut l'âge, dire. c'est D'accord. l'âge. Ok. Mais disons que après l'internat, il y a le clinica, vous êtes chef de clinique, et puis après, vous commencez votre carrière vraiment de chirurgien, vous avez 30 ans, 35, 32 ans. Alors là, vous commencez, vous essayez de faire votre place, il faut faire un nom. Puis là, vous commencez à arriver à sortir un peu de l'eau à 40. C'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est qu'en fait, on est éternellement jeune dans le fond, parce que vous êtes un jeune externe, après vous êtes un jeune interne, après vous êtes un jeune assistant chef de clinique, après vous êtes un jeune installé. Donc vous êtes un jeune à 35 ans, quoi. Et puis à 40 ans, vous commencez, 40, 45, 42, 45 ans, vous commencez un peu à émerger. À 45 ans, vous commencez à dire, bah tiens. Et ça, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que vous voyez dans le regard des autres. Moi, je me rappelle, d'abord, quand vous êtes jeune, vous avez des idées, vous avez une idée ou deux, vous en parlez, vous avez peur vous avez envie qu'on vous écoute, quoi. Et vous avez peur qu'on vous prenne votre idée pour une idée à la noix. Après, alors, au début, souvent, on vous écoute pas. Votre idée, vous dites, pardon, excusez-moi de demander pardon, j'aimerais bien. Puis votre idée, on vous écoute pas. Et puis après, on vous écoute. On dit, tiens, oui, il a un peu d'expérience, lui, il sait de quoi il parle, donc on va l'écouter. Mais on discute ce que vous dites. Puis après, quand vous devenez senior, alors là, ce que vous dites, ça devient parole d'évangile, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire n'importe quoi. Les gens disent, ah oui, d'accord. Alors là, il faut faire attention, quoi. Ouais. Là, il faut faire très attention. Il faut pas prendre la grosse tête, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, attention à ce qu'on dit, notamment aux plus jeunes, parce que c'est pris comme Par l'évangile. comme parole Ouais. d'évangile. Et là, il faut être prudent. Et là, du coup, vous êtes un jeune senior, quoi. Alors moi, Toujours jeune. j'espère que je suis un jeune senior. Et puis après, il faut faire attention. Après, il faut faire attention de ne pas avoir trop de certitude. Puis il faut être à l'écoute de ce que disent les autres. Et puis il faut être à l'écoute de la façon dont les autres remettent en question aussi tout ce que vous êtes, tous les dogmes sur lesquels vous êtes construits. Et je pense que ça, c'est pas facile. Alors à la fois, il faut pas tout réinventer à chaque fois, mais donc c'est hyper subtil tout ça. En même temps, il faut pouvoir enseigner, donner des grandes règles.
Et à la fois, il ne faut pas être trop dogmatique non plus. Et puis, il faut savoir remettre en question tout ce qu'on pense. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est un bon mélange. À Lyon, c'est formidable parce que à Lyon, on discute beaucoup les uns les autres, on côtoie, on a des colloques en commun. C'est souvent animé. Parfois, ça se fight un peu. Hein. Tu vas dire, bon, dis donc, tu vas pas réinventer les choses. Mais bon, on dit des petites choses. Et puis, on sait que tout ce qu'on dit les uns les autres, on les emporte avec nous. Et puis là, on dit, bah oui, tiens, j'aurais peut-être pas dû dire ça, je crois que j'ai dit une connerie. Ou tiens, peut-être que ça va le faire changer la vie, etc. Donc, c'est intéressant. Du coup, avant de passer par les questions un peu plus concrètes, donc le fait que vous puissiez discuter les uns les autres dans les grandes villes, bah, ça, j'ai l'impression que ça élève quand même le niveau global de la chirurgie, on est d'accord, dans Lyon, à comparer au gars qui est à Bourg-en-Bresse pendant 20 ans et qui sort pas trop de là-bas. Ouais, alors Lyon, c'est une ville qui bénéficie d'une chance exceptionnelle. La chance de Lyon, c'est sa taille. Parce que c'est suffisamment grand pour qu'on soit tous très spécialisés. Et c'est suffisamment petit pour qu'on sache qui fait quoi. D'accord? Donc les choses ne sont pas noyées. Donc moi, ça viendrait à l'idée de personne qu'on m'envoie, je sais pas moi, un pied par exemple. Je perds pas le pied. Ou voilà. Par contre, on va m'envoyer des épaules, des coudes, des poignets. Voilà, donc ça c'est vraiment formidable. Ça nous permet d'être hyper spécialisés. Je pense que l'hyper spécialisation, c'est ce qu'il y a de plus important dans le progrès médical. C'est parce qu'on fait des choses souvent, qu'on voit beaucoup de patients, qu'on se forge une expérience. On apprend énormément de nos patients. Ça c'est clair. En chirurgie. Ouais, je pense que dans toutes les spécialités, que ce soit un kinésithérapeute, que ce soit un médecin, on apprend énormément de nos patients. Si on s'ultra spécialise, on va affiner les choses, on va rentrer dans le détail. Vous savez, c'est la grande cuisine, c'est souvent, c'est pas des choses miraculeuses, c'est juste le bon dosage. C'est juste qu'il faut de sel, de poivre, la bonne cuisson, ni plus ni moins. C'est ça qui fait vraiment la grande cuisine. Moi, je me rappelle, j'étais une fois manger chez Paul Bocuse et j'avais mangé des navets et des carottes, mais j'avais jamais mangé des navets et des carottes cuits comme ça, cuisinés comme ça. Voilà. Donc voilà. Si vous prenez, je prends l'exemple du golf. Vous prenez un débutant, vous prenez un professionnel. Si vous les regardez d'un peu loin, pardon, ils sont à peu près à la même position. Ils ont une canne avec une balle entre les jambes. Ils vont faire à peu près le même mouvement. Sauf qu'il y en a un, il peut au mieux taper dans la balle et elle va partir à quelques mètres de façon très imprécise. Et le professionnel, il peut vous envoyer une balle à 250 mètres, à 10 mètres de là où il avait prévu de la poser. Et ben, la chirurgie, c'est pareil. Et le professionnel, c'est juste parce qu'il a répété ce mouvement, pour peu qu'il soit un peu doué, ça ira, il sera fort. Ben, la chirurgie, c'est ça. Il faut être ultra spécialisé, ça c'est formidable, on a toujours des choses à apprendre, c'est absolument pas la routine, c'est jamais répétitif, les choses évoluent à une vitesse colossale. Enfin, moi dans ma spécialité, sur l'épaule, le coude et le poignet, mais ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, que ça soit les techniques, etc. Et là, Lyon, c'est formidable parce qu'on est hyper spécialiste. Et puis les hyper spécialistes se connaissent et communiquent entre eux et discutent entre eux. Puis l'entente est bonne, hein. Pour nous, dans mon domaine, l'entente, elle est super bonne. Donc, on échange bien quoi, les uns les autres. Ça, c'est génial. Génial, mais je rebondissais parce que vous preniez l'exemple d'un kiné, mais le problème qu'on a, nous, en tant qu'ostéo, c'est qu'on a une vision très globale du corps. Et par exemple, admettons qu'un kiné soit hyper spécialiste du genou, bah, moi, je voudrais pas, enfin, je pense que c'est une mauvaise chose qu'il soit hyper spécialiste dans le sens le régional, enfin, anatomique du terme, c'est-à-dire qu'il voit que le genou, parce qu'on a besoin, pour soigner les gens en ostéo et surtout l'appareil locomoteur, d'avoir une vision d'ensemble du corps. Et en fait, ok, on peut être spécialiste, mais sans être spécialiste d'une zone, en fait, en n'oubliant pas les autres avec lesquels cette zone interagit. Par exemple, le genou, en traitant la cheville, en ostéo par exemple, en kiné, en traitant la cheville et la hanche, ben, on résout beaucoup de problèmes de genoux qui sont non diagnostiqués sur les images, par exemple. Ouais. Et en restant focus sur le genou, on oublie d'aller voir ailleurs, on soigne moins bien les gens, je trouve. Ouais. Alors, ce que je pense que l'hyperspécialisation, ça consiste pas, ça veut dire je ne vais traiter que principalement des gens qui souffrent du genou. Mais je vais trouver la méthode pour les soigner, c'est-à-dire que je vais les soigner dans leur globalité. J'ai bien compris que le genou, c'était au milieu d'un corps global et que la hanche et la cheville pouvaient avoir un impact sur le genou.
Mais l'hyperspécialisation, c'est-à-dire que vous n'avez que des gens, parce que toute la journée, quand vous avez des gens qui viennent vous voir en disant j'ai mal au genou, mais j'ai mal un peu là, un peu en dedans, un peu en dehors, un peu où je sens une instabilité, etc. Mais il y a des tas de choses qu'ils vont comprendre. Moi, je vois des gens qui ont mal à l'épaule, au coude ou au poignet. Le fait d'avoir toujours ces épaules, il y a une multitude de formes cliniques et j'ai bien conscience que le rachis impacte sur l'épaule. Voilà, par exemple, moi là en ce moment, je suis interpellé par une pathologie, c'est le syndrome dit du petit pectoral. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous les ostéopathes. Très bien, ouais. Très bien. Bon, au début, je vous cache pas, moi je pensais que c'était complètement fumeux ces trucs-là. Et puis un jour, je me suis retrouvé à un cours de la Société française de chirurgie de la main, et puis je faisais un cours d'arthroscopie de mon côté, j'enseignais sur l'arthroscopie. Puis il y avait un kiné qui faisait un cours pour des kinés. C'était et il disait maintenant je vais vous parler du syndrome du petit pectoral. Alors là, je me dis mince, c'est quoi ce truc-là? Quand même, je vais aller écouter. Donc je me suis immiscé en douce au milieu des kinés pour écouter. Et là, il a parlé du syndrome du petit pectoral avec des patients qui avaient des douleurs chroniques, des paresthésies, des faiblesses. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé que entre le rachis, où on connaît les névralgies cervico-brachiales, et les atteintes neurologiques périphériques, le nerf cubital, le nerf médian, le nerf radial, mais là, il y avait un passage entre le rachis et le membre sup, au niveau de l'épaule, la région scapulaire, où il y a des nerfs qui passent le plexus, et que là, le plexus pouvait être irrité. Alors, bien sûr, on connaissait les pinces costoclaviculaires des chirurgiens vasculaires, mais ça, c'est de la pathologie vasculaire. C'est de la claudication quand l'artère est comprimée, c'est des thromboses veineuses quand il y a des phlébies du membre sup, mais c'est pas de la pathologie neurologique, ça n'a rien à voir. Et là, tout d'un coup, je me suis intéressé à ça. Puis je me suis dit, mais oui, il y a des gars, regardez comme vous êtes, tout voûté, là, tout courbé, etc. Mais vous avez des rétractions du petit pectoral, etc. On peut imaginer qu'il y a des irritations du plexus. Ben voilà, ça, par exemple, c'est de la pathologie qui concerne des douleurs ou une symptomatologie du membre supérieur autour de l'épaule, mais qui nécessite une réflexion beaucoup plus globale. Et simplement pour dire, je pense qu'on progresse parce que quand même, l'hyperspécialisation, c'est d'être confronté à des gens qui ont des symptomatologies autour d'une région et d'essayer de démembrer tout ça pour mieux la comprendre et mieux la soigner. Et je pense quand même que ça ne suffit pas d'une vie pour s'intéresser à quelques régions, sans oublier que ces régions ont des interactions avec tout le corps. Ok. Ouais, C'est ma vision de l'hyperspécialisation. Ouais, non, mais je vois bien. Mais moi aussi, ça veut pas dire oublier le reste. Ouais. L'hyperspécialisation, ça veut dire simplement recevoir des gens. Voilà. Et puis alors, autre chose, par rapport à ce que vous dites, c'est très juste. Il faut rester ouvert sur les techniques qui sont réalisées par d'autres, par des collègues. Moi, j'adore voir ce que font les collègues du genou, de la hanche, parce que j'ai plein d'idées à leur prendre, quoi. Ouais. Et à transposer à l'épaule. Ouais, ou à leur donner, et puis c'est comme ça que vous avancez. Ou à leur donner, ouais. Vous, ouais. Ouais. Et vous, par exemple, là en consultation, vous voyez, c'est quoi, 80% de patients qui viennent pour l'épaule ou dans le bloc, ce qui est à peu près pareil. 80% de patients consultent pour l'épaule. Ok, super. Alors, moi j'ai une question en tant qu'ostéo, c'est que souvent on a des patients qui se font opérer de l'épaule et qui après sont un peu livrés eux-mêmes avec un protocole. On leur dit voilà, tenez un protocole, 3-4 bouts de papier, et puis ils font des rotations externes, mais ils savent pas faire en fait. Et il y a des chirurgiens, donc vous je sais pas, hein, mais il y a des chirurgiens qui veulent pas que leurs patients aillent chez des kinés parce que ces kinés font pas forcément le boulot comme il faut. Donc ils préfèrent laisser le patient avec un protocole et laisser faire chez eux je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, je pense que il faut éduquer les patients. En fait, vous avez répondu dans la question, c'est les patients ne savent pas faire. Il faut apprendre aux patients à faire. Et on ne peut pas faire à la place du patient, ni le chirurgien, ni le kiné. Donc, il a besoin d'un enseignant ou de plusieurs enseignants. Donc, je veux que le chirurgien soit un enseignant, apprenne aux patients ce qu'il doit faire. Je veux que le kiné soit un coach et un enseignant, apprenne aux patients ce qu'il doit faire. Mais si le patient n'apprend pas ou ne veut pas apprendre ou pense que ça viendra de quelqu'un d'autre, il se trompe. C'est lui qui va réussir à soigner son épaule si tant est qu'il a compris. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut faire simple. L'épaule, c'est simple. D'abord, c'est une articulation qui est extrêmement mobile. Et la spécificité de l'épaule, la particularité, ça va être de retrouver sûrement des mobilités. Donc moi,
quand un patient opéré, la première chose que je demande au patient, c'est qu'il retrouve ses mobilités. Et il retrouvera ses mobilités quand il arrivera à faire ses exercices tout seul, plusieurs fois dans la journée. Et le kinésithérapeute, c'est le coach. C'est celui qui va lui dire, vous avez la bonne méthode, ça progresse, vous êtes en train d'améliorer la récupération de vos amplitudes articulaires. C'est le coach, c'est l'entraîneur d'athlétisme. Il a son athlète qui court autour du stade. Le coach, il a le chronomètre et il chronomètre le gars. Et s'il améliore son temps, il est bien coaché. Si il fait moins bien au tour suivant, c'est qu'il est mal coaché. Le kiné de l'épaule, il doit apprendre à son patient à assouplir son épaule. Si le patient progresse, il est bien coaché. Si le patient régresse dans ses récupérations des amplitudes articulaires, il est mal coaché. Donc, voilà moi la place que doit avoir le chirurgien, le kinésithérapeute, c'est un coach, c'est celui qui va accompagner le patient, qui va l'enseigner, qui va lui enseigner les mouvements à faire et pour pouvoir récupérer. La priorité, ce sont d'abord ces amplitudes articulaires. Alors après, on pourra rentrer dans le détail, on pourra discuter de l'importance des stabilisateurs de la scapula pour ouvrir justement et détendre le petit pectoral. Il y a des tas de choses. On peut rentrer dans le détail sur les renforts musculaires, sur des choses comme ça. Mais voilà, moi je pense que l'essentiel, c'est de bien coacher les gens. Ok, donc de ne pas créer une relation de dépendance entre le patient et son kiné. Exact. Créer vraiment de l'autonomie chez le patient pour qu'il puisse lui prendre soin de lui. C'est très bien dit, c'est ce que j'aurais voulu dire comme vous l'avez dit. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez une vision, enfin je crois que j'ai compris ce que vous voulez me dire, mais on va peut-être rebondir après sur ça, mais une vision sur le long terme de vos patients opérés. Est-ce que vous faites des statistiques? Est-ce que vous pouvez voir s'il y a 3 ans, il y a toujours des douleurs, etc. Ouais. Comment vous faites tout ça? Alors, il y a 3 grands cadres nosologiques dans la chirurgie de l'épaule. Il y a la quantité de patients la plus importante sont les patients qui ont des ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs et qui on répare les tendons de la coiffe des rotateurs. Bon, tous ces patients, moi je les revois à 1 an post-opératoire avec une échographie de contrôle pour vérifier la cicatrisation des tendons. Et ils ont un bilan clinique très précis, très détaillé, correspondant à des scores reconnus par tous. Le score qu'on utilise s'appelle le score de Constant. Ça, c'est pour les patients qui sont opérés de la coiffe, revus à 1 an. Puis si le patient va mal, bien entendu, on fait d'autres bilans, on regarde pourquoi il ne va pas bien et on essaie de résoudre ce problème. Deuxième groupe très important, ce sont les patients sportifs plus jeunes qui ont des instabilités d'épaule. L'articulation de l'épaule étant une articulation très mobile, elle est sujette à des instabilités, des luxations. Les plus fréquentes sont les luxations antérieures. Ces patients, je les revois aussi tous à 1 an pour savoir s'ils ont repris le sport, s'ils ont des limitations de mobilité, etc. Et puis enfin, le 3e groupe de patients, souvent des patients plus âgés, ce sont les prothèses d'épaule. Prothèses d'épaule qu'on met dans des situations d'arthrose, qu'on met dans des situations de fracture complexes du sujet âgé. Alors ces prothèses d'épaule, là, sont des pièces mécaniques potentiellement qui peuvent s'user, donc on les suit de façon un peu plus rapprochée. Moi, je les revois toutes à 1 an, 2 ans, 5 ans. Ok. Et est-ce que vous pourriez dire ce que les gens font mal, ce que les patients font mal et qui fait qu'ils arrivent chez vous en consultation avec des tendons complètement rompus ou très usés? Est-ce que vous faites des études aussi antérieures à ce qui se passe avant et des statistiques par rapport à ça pour éviter, par exemple, qu'ils viennent? Ouais. Alors, la prévention, c'est quelque chose d'essentiel, sûrement. Néanmoins, c'est une notion très judéo-chrétienne, je crois, de penser qu'il y a forcément une cause à tous les problèmes. Oui, il y a certainement des causes, mais il y a des causes qui nous échappent. Les tendons de la coiffe des rotateurs, ce sont des pièces d'usure, comme les plaquettes de frein. Alors bien entendu, quand vous avez une conduite sportive en montagne, vous usez les plaquettes de frein peut-être un peu plus vite que quand vous avez une conduite sur l'autoroute et que vous freinez pas souvent. Mais il y a beaucoup de... les pathologies de la coiffe des rotateurs sont pas forcément liées à de mauvaises pratiques. Et moi, je ne fais absolument pas partie... Je ne pense pas que l'activité physique soit un facteur d'usure.
Donc je ne fais pas partie de ces patients, de ces médecins qui pensent que l'activité soit un facteur d'usure. C'est vrai pour le sportif de haut niveau. Je m'occupe de gymnastes par exemple. Bon, bah, les gymnastes, bien entendu, quand vous êtes un gymnaste de haut niveau, là vous poussez la machine au-delà du raisonnable. Quand vous êtes voilà, donc un sportif de haut niveau, il pousse la machine au-delà du raisonnable et il use la machine prématurément, probablement, pour beaucoup d'entre eux. Mais quand on est des sportifs de loisirs ou des sportifs lambda, comme vous et moi, on fait du sport, on aime ça, c'est important pour notre équilibre, mais on n'en fait pas de façon intensive. Je crois que l'activité physique, non seulement elle ne crée pas l'usure, mais elle prévient l'usure. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'elle a des facteurs bénéfiques, qui sont bénéfiques. Maintenant, il y a une chose qui est importante sur le membre supérieur. C'est que je crois qu'on est dans une phase d'adaptation de l'espèce. Probablement qu'on était quadrupède, qu'on est devenu bipède, et probablement qu'on a une anatomie du membre supérieur qui n'est pas tout à fait la plus appropriée possible, et qui est en phase d'adaptation. D'autre part, on utilise de moins en moins nos jambes, parce qu'on prend la voiture, on prend les motos, on prend des trottinettes électriques, on prend des métros, on prend des... Voilà. Mais par contre, on a une mécanique très fine, très sophistiquée du membre supérieur, et on a envie en plus d'y mettre des moteurs, en dehors du fait que des belles épaules, bien larges, etc. C'est plutôt esthétiquement, c'est chouette, des beaux pectoraux, des grands dorsaux, etc. Tout ça, c'est formidable. On veut, en plus, cette mécanique un peu fine, on veut y mettre des moteurs un peu de Ferrari. Et là, il va falloir savoir adapter l'activité physique. Par exemple, en ce moment, il y a un phénomène de mode terrible, c'est le crossfit. Bon, bah, c'est sûr parfait. Que le crossfit, c'est formidable. Hein, ça vous remplit les salles d'attente. Hein. Parce que je pense qu'il y a un âge où on peut plus soulever des poids comme un âne, quoi. Voilà. Et il faut pas oublier, quand on dit qu'on est... il faut pas oublier qu'à l'origine, je pense qu'on est plutôt des grimpeurs. On a un système fléchisseur qui est beaucoup plus performant, qui est beaucoup plus sophistiqué que le système extenseur. Donc le système extenseur, il est là pour venir positionner la main sur la branche. Voilà, donc on fait ça avec pas mal de précision. Mais la force, elle est faite pour faire des tractions, pour tirer le corps au-dessus de la branche. D'accord ? Donc moi, je suis un défenseur des tractions, etc. Et je suis contre tous les mouvements en bras de grue qui tendraient à renforcer les extenseurs de façon démesurée, quoi. Donc ça crée des épicondylites, ça crée des... Voilà, tous les extenseurs, c'est les épicondylites, hein. Ça crée des lésions du tendon du supraépineux où on va mettre de l'abduction de l'épaule. Alors que si on travaille en flexion, on n'a pas les épitrocléides sont beaucoup plus rares, les pathologies, voilà. Donc on a un système fléchisseur qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus disposé à développer des forces, beaucoup de force, que le système extenseur qui est plus là pour faire des mouvements de précision, positionner la main sur la branche. Il ne faut pas oublier ça, tout en sachant que l'espèce va se modifier et que les choses vont changer, que probablement plus tard, si on ne sera pas là pour le voir, mais on aura peut-être des toutes petites gambettes parce qu'on n'utilise plus nos jambes. Et non mais c'est vrai, regardez, vous avez des gamins dans des pays d'Afrique qui font 5 km le matin, 5 km le soir pour aller à l'école, quoi. Moi, mon gamin, il fait 15 mètres il fait 50 mètres pour aller prendre le bus, et puis c'est le bus qui l'emmène à l'école. Hein. Donc, on n'utilise plus les jambes. Par contre, on a envie de se faire des grands pectoraux. Ouais. Voilà les grandes lignes. Hein. Mais je veux dire, il y a des mouvements qui sont délétères. Il y a des mouvements qui sont bons. Il faut éviter les mouvements en bras de grue. Il ne faut pas soulever des poids à bout de bras, des choses comme ça. Il faut plutôt faire des mouvements en force sur des fléchisseurs que sur les extenseurs. Okay, c'est un peu l'idée. Ouais, mais globalement, faites du sport. Ça renforce. Et d'ailleurs, en sport, vous connaissez un peu il y a pas mal de protocoles, comme le protocole de Stanish, qui permet de faire qui vise à renforcer les tendons en stimulant la production de collagène au niveau des tendons via des séries de contractions excentriques. Ça se fait énormément au niveau du tendon d'Achille, etc. Absolument. Donc ça, ok. Archi ok. On valide les étirements à mort. Ok. À mort, échauffement, étirement, mais les étirements, c'est la base, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire du volume musculaire, mais il faut faire de la longueur musculaire. Pour faire de la longueur, il faut faire des étirements. C'est essentiel. Ok, et pour vous, pour résumer un peu, alors la différence entre le mec qui vient avec un supraépineux, avec le tendon du supraépineux complètement rompu,
qui a eu la vie à peu près pareille, assez sédentaire, un peu de sport, du tennis, on va dire en loisir. Et il y a un autre patient qui a eu à peu près la même vie. Évidemment, on ne peut pas avoir les patients exactement similaires, mais admettons, il y a des gens quand même qui ont le même type de vie, le même type de contraintes, mais il y en a qui ont des épaules en parfaite santé et d'autres non. Donc il y a la génétique qui joue forcément. Complètement. Quels sont selon vous les autres facteurs qui pourraient intervenir? L'alimentation, le sommeil Alors pour moi, le facteur numéro 1, c'est la génétique. Donc là, c'est d'une grande injustice. Voilà. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de maladies. Après, dans les facteurs environnementaux, je crois beaucoup au bienfait de l'hydratation. Donc il faut bien s'hydrater. Et puis, certainement de l'alimentation. Il faut bien manger. Il faut manger équilibré, il faut manger sainement. Et ça, c'est vraiment une notion dont on prend conscience maintenant, qui se répand vraiment. Et je trouve qu'on mange de mieux en mieux. On fait attention à ce qu'on achète. Et je crois que ça, c'est vrai pour toutes les maladies, et y compris les tendons et les muscles, hein, bien sûr. Donc, une bonne alimentation, une bonne hydratation. Moi, c'est une bonne bière après une épreuve de sport, mais non, mais c'est voilà, Ouais. boire de l'eau, quoi. Voilà, c'est ça. Je crois à ça, mais la génétique joue énormément, énormément. D'accord. Donc sport, bonne alimentation, sommeil évidemment, et génétique, Ouais. ça on choisit pas. Ok. Et à votre avis, si on prend 100 patients dans la rue, on va dire entre 30 et 50 ans, et qu'on fait des arthroscopies à tout le monde, combien de tendons du supraépineux on va trouver lésés, quoi? Enfin, À 50 abîmés. À 50 ans? Non, entre 30 et 50. On peut dire 50 ans. Allez, 50 ans. Ouais, 50. Ok. J'aurais peur de vous dire une bêtise. Là, J'ai l'impression que c'est énorme en fait. Tout le monde, si on explore un peu, à chaque fois le supraépineux il ressort et puis on dit ok, Oui, il y a une c'est lésion. fréquent. Je ne peux pas vous donner le chiffre. Je ne sais pas. Il y a des études cadavériques qui ont été faites sur des cas, mais des gens plus âgés. Je pense qu'à 70 ans, il y a. Mais voilà. Alors, toutes les lésions sont pas symptomatiques, mais quand même souvent, hein. Donc c'est une pathologie très fréquente. Ouais, ça c'est sûr. Vous trouvez que toutes les lésions de l'épaule, enfin des dents de l'épaule, on prend le supraépineux ou d'autres tendons, mais Sur les ruptures sont- tendineuses, non, pas sur la rupture. On va dire par exemple, une parfois il y a tendinopathie. non, il y a des lésions, on dit lésions transfixiantes de tel Alors, tendon. il y a deux grands cadres. Il y a les tendinopathies calcifiantes, d'accord? Alors là, il y en a beaucoup qui sont non symptomatiques. La plupart d'entre elles, 70% des gens qui ont des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs ne le savent pas. Et puis, vous avez les tendinopathies qui évoluent vers des ruptures. Donc ça, c'est les usures. C'est des tendinopathies par usure. Et ces tendinopathies par usure, elles sont d'abord non rompues, puis vous avez des ruptures partielles, intratendineuses, partielles profondes, parfois partielles superficielles, puis rupture totale transfixiante. Donc là, le tendon est complètement détaché de l'os. Et là, ça devient symptomatique peut-être plus. Non, alors en fait, plus les ruptures partielles sont souvent beaucoup plus douloureuses que les grosses ruptures. Les grosses ruptures sont responsables d'une impotence fonctionnelle. Les gens ont plus de force pour des activités bras en l'air, des choses comme ça. Mais ils sont moins douloureux. Alors que les petites ruptures, et particulièrement par exemple les ruptures partielles intratendineuses, qui parfois sont très difficiles à voir sur une IRM ou sur une échographie, souvent ce sont des causes de douleurs très importantes. Les patients se plaignent énormément. Les ruptures partielles superficielles, c'est atroce. Les gens ne dorment pas la nuit, ils sont debout tout le temps. Donc celle-là, on les voit. Rupture partielle superficielle, on va Celles-là, plus on les voir voit à à l'IRM. l'IRM. Non, mais on les voit en général maintenant avec les machines et les radiologues que nous avons. On fait des diagnostics extrêmement précis, hein. Et la rupture profonde dans le Partielle tendon profonde, intratendineuse, celle-là, on la voit pas trop. Comment on peut la voir? Si, on la voit à l'IRM, on la voit sur des arthroscanners. D'accord. On voit ces ruptures partielles profondes. Mais la plupart des patients qui ont des ruptures partielles ou des ruptures transfixiantes peu rétractées sont douloureux. Alors après, ces ruptures évoluent, le tendon se rétracte, ça s'étend à d'autres tendons, le muscle se dégrade, se transforme en graisse. Et quand on est à ce stade, souvent les patients ont moins mal, voire plus mal, surtout quand par exemple le biceps a lâché spontanément. Ça, c'est une ténotomie
une rupture sous-cutanée salvatrice, où le patient avait mal, tout d'un coup il a eu une violente douleur dans le bras, il vous dit il a eu un bleu dans le bras, et puis après, il me disait, moi j'avais mal à l'épaule, mais maintenant j'ai plus mal à l'épaule. Donc ça, c'est les ruptures salvatrices de la longue portion du biceps. Il dit, tiens, maintenant j'ai un Popeye, j'ai une boule au bras, mais j'ai plus mal à l'épaule. Parce Voilà. que ça Parce qu'en fait le biceps, si vous voulez, c'est l'élément de l'épaule qui fait mal. Quand vous avez une pathologie de la coiffe des rotateurs, ça induit une inflammation du biceps. Alors quand vous faites une rupture du biceps, c'est comme si vous preniez un comprimé d'aspirine quand vous avez mal à la tête. Ça ne traite pas le mal en soi, mais vous avez plus mal à la tête. Donc, c'est un peu le voyant sur le tableau de bord. Exactement. Okay. C'est le voyant sur le tableau de bord. Parce que j'avais noté, regardez entre guillemets là dans mes questions, c'est quelque chose que vous aviez dit à un patient un jour où j'étais là. Toute pathologie de la coiffe entraîne une pathologie secondaire du long biceps. Ouais, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, quoi. Ouais, tout. Alors, il y a jamais de toujours et jamais dans notre métier, mais souvent. Ouais. Très, très souvent, la pathologie de la coiffe induit une tendinopathie du secondaire du biceps. Et on va revenir, vous disiez tout à l'heure que 70% des gens qui avaient des calcifications tendineuses n'avaient pas de symptômes, ne le savaient pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai, c'est que souvent, à l'image, le patient, il me dit, regardez, ils m'ont trouvé une calcification. Donc il est content, il y a une justification, les médecins disent, voilà, vous avez mal à cause de ça. Mais si 70% des gens qui ont des calcifications ne savent pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calcifications qui ne sont pas responsables de la douleur Exactement. du patient. Exactement. Mais on met ça sur le dos de la calcification. Exactement. Je pense que trop souvent, on met sur le dos de la calcification de douleur d'épaule qui peut être due à tout à fait autre chose. Et pour moi, la douleur liée à une tendinopathie calcifiante, c'est un diagnostic c'est un diagnostic d'élimination. C'est quand j'ai éliminé une autre cause de douleur à l'épaule, par exemple une rupture de coiffe, parce que vous pouvez avoir une tendinopathie calcifiante et une rupture de coiffe, même si la calcification n'est pas un facteur de fragilité du tendon. Ah bon ? Non. Ok. Pas parce que vous avez une tendinopathie calcifiante que vous aurez une rupture de coiffe, mais vous pouvez avoir l'association des deux, parce que les deux sont fréquents. Et c'est plutôt la rupture de coiffe qui sera la cause de symptômes que la tendinopathie calcifiante. Donc vous avez parfaitement raison quand vous dites la tendinopathie calcifiante, bah oui, c'est très fréquent, c'est pas forcément la cause d'une douleur, on va rechercher peut-être une autre cause, et si on n'en trouve pas, on pourra probablement attribuer les douleurs à la calcif. Ok, super. Et j'avais une autre citation que j'avais notée, qui était, vous disiez, le loup n'est pas encore sorti de la forêt. C'est-à-dire que le tendon, il est malade, mais il n'est pas encore rompu, il est symptomatique. Vous pouvez développer un peu cette phrase? Ouais. C'est bien, vous avez... J'ai bien vigilant quand vous avez cité. Oui, il y a un problème classique, c'est des patients qui ont mal à l'épaule sur des tendinopathies non rompues. C'est-à-dire qu'ils ont une maladie du tendon sans rupture, pas de rupture partielle, ils n'ont pas de tendinopathie calcifiante, mais ils ont mal à l'épaule. Ils ont bénéficié d'un traitement médical avec des infiltrations, avec des ondes de choc, avec de la rééducation, avec des adaptations professionnelles, avec des tas de choses, avec du repos, mais leur épaule reste douloureuse. Et on a souvent entendu, parce que ça c'est une théorie qui existe, c'est une théorie qui avait été développée par le père de la chirurgie de l'épaule qui s'appelle Charles Neer, et qui a dit la maladie des tendons est liée au conflit sous-acromial, c'est-à-dire il y a le toit de l'épaule, l'acromion vient frotter sur le tendon, et c'est ça qui est la cause de l'usure, et c'est ça qui est la cause de la tendinopathie et de la douleur. Maintenant, on sait très bien que la tendinopathie, c'est une maladie intrinsèque au tendon, et que c'est pas si fréquent que ce soit le bec acromial qui soit la cause de l'usure. Et donc, souvent, moi je reçois des patients, ils disent voilà, je viens vous voir parce que j'ai une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs responsable d'une épaule douloureuse, j'ai tout eu du traitement médical bien conduit, donc je viens vous voir pour une solution radicale chirurgicale, vous allez me guérir, vous allez me faire une acromioplastie, vous allez m'enlever le caillou dans la chaussure, vous allez me raboter le bec osseux. Et là, je suis obligé de leur dire non, malheureusement, c'est pas aussi simple parce que c'est pas le bec osseux qui est la cause du problème. Et il ne faut pas croire que c'est un geste anodin. L'acromioplastie, les suites opératoires sont longues. Et souvent, les patients gardent des douleurs d'épaule parce que la cause, ce n'était pas le bec acromial, mais c'est le tendon lui-même. Alors, vous faites des acromioplasties. Le patient, il en prend pour 6 mois à se rééduquer. 6 mois plus tard, il vient vous voir en vous disant j'ai toujours mal à l'épaule. Dit oui, parce que c'était pas l'acromion, c'était pas le caillou dans la chaussure qui vous faisait mal au pied. Vous avez mal au pied, sans caillou, avec ou sans caillou.
c'est vos pieds qui vous font mal. Vous comprenez Ok, l'image? ouais, je comprends très bien. Et donc, et après, on voit apparaître la rupture du tendon. Ah, bah, quand la rupture est là, Hmm. c'est justifié d'aller la réparer. Donc, c'est ça, cette expression. Quand les gens viennent avec une tendinopathie non rompue, je leur dis, bah, écoutez, malheureusement, vous avez tout eu du traitement médical bien conduit, mais moi, j'ai pas de solution à vous proposer. Votre acromion n'est pas agressif, c'est pas ça qui est la cause de la maladie, de votre problème. Et pour le moment, le loup n'est pas sorti du bois. Le jour où vous aurez une rupture de coiffe, là, le loup sera sorti du bois. Je pourrais le viser, je pourrais le tuer. Mais là, si je tire dans le bois sans savoir, c'est sûr que je passe à côté. Donc, si je vous fais une acromioplastie, voilà le sens de ce propos, en fait. Quand je dis ça aux patients, je leur dis, bah, écoutez, il faut tenir le coup, il faut refaire des traitements médicaux, il faut attendre, il faut vous surveiller. Et puis, si le jour, on voit à l'IRM ou à l'arthroscanner ou à l'échographie une rupture apparaître, ah, là, on y va, on le fait. Bon, dans certains cas, il y a des acromions agressifs. Hein. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une acromioplastie isolée. Mais j'en fais, allez, 5 dans l'année maximum pour 360 réparations de coiffe. Hein. Ok. Donc le ratio, c'est très faible. Ok, j'ai bien compris cette histoire du loup. Et donc, si un patient vient avec une belle tendinopathie, avec le tendon vraiment usé, qu'on voit à l'IRM, est-ce que vous pensez qu'une prise en charge kiné, parfois avec notamment des protocoles qui sont aujourd'hui assez validés par toute la communauté, est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer vraiment du collagène, une structure tendineuse, pas identique à lorsqu'elle était saine, mais qu'on peut récupérer de l'efficacité et ouais, une structure assez saine du tendon, alors qu'il était malade via donc, du coup, un traitement mécanique. Alors, on peut guérir d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. On peut guérir avec une adaptation rééducative, avec des traitements. Oui, on peut. Quand vous dites guérir, c'est quoi exactement guérir? Bah, guérir, ça veut dire pas Plus de avoir mal? rupture, plus de douleur. D'accord, parce que des fois les tendons sont malades, mais ne Bah, font pas mal. on peut guérir d'une tendinopathie avec un traitement médical, rééducation, onde de choc, euh, injection de PRP. Ça doit les PRP, donc c'est plasma riche en plaquettes. J'en fais et les résultats sont incertains. Tout ça doit être évalué précisément. Ben, enfin, moi, j'aurais une tendinopathie avec une rupture intratendineuse, par exemple. Je voudrais qu'on m'injecte des PRP dans la lésion intratendineuse, dans l'espoir de faire cicatriser le feuillet profond et le feuillet superficiel. Je ferai probablement des ondes de choc, je ferai probablement de la rééducation pour garder une épaule souple, pour retrouver une harmonie gléno-humérale et scapulo-thoracique, surtout si j'ai une dyskinésie, si quelque chose ne va pas bien, si je suis en mauvaise position, etc. Donc je crois que jusqu'à un certain stade, on va dire la tendinopathie non rompue et la rupture intratendineuse, on peut guérir de ça sans chirurgie. Je crois qu'à partir du moment où on a une rupture partielle superficielle significative de plus de 3-4 mm d'épaisseur de tendon, qu'elle soit superficielle ou profonde, c'est beaucoup plus difficile de guérir. Je suis d'accord, mais sans la main du chirurgien, quoi. il y a quand même beaucoup de patients qui passent par des phases douloureuses et qui après vont très bien. Et du jour au lendemain, donc là on pourrait dire, bah, vous êtes guéri, vous avez fait de la kiné, ou vous avez plus mal. Et du jour au lendemain, sur un geste anodin, enfin anodin, peut-être pas forcément très anodin, mais sur un geste, vont se léser complètement le tendon. Parce qu'après on va dire, bah, le tendon était malade, il était pas sain. C'est pour ça qu'il a pété sur ce geste alors qu'il n'aurait pas dû péter. Mais pourtant il était passé par cette phase, il était soi-disant guéri. Vous voyez la nuance entre le patient guéri et le tendon qui est encore pas très sain et qui peut péter à tout Alors, est-ce moment. qu'il y a, là, ce que vous me dites, c'est est-ce qu'il y a des patients qui ont des épaules douloureuses, qui ont des épaules non douloureuses avec un tendon quand même pathologique? Ouais, voilà. Bah, ça, c'est possible s'ils ont adapté leur activité sportive et leur activité manuelle. C'est vrai que si vous jouez au sudoku, si vous faites des sudoku et vous jouez à la belote toute la journée, même avec un tendon pathologique, vous avez sûrement pas mal. Et vous avez plus mal quand vous avez des activités. C'est pas les activités qui créent la pathologie, mais c'est l'activité qui crée la douleur sur un tendon malade. Ouais, super réponse ça. Super clair. Et comment vous savez, vous, admettons que vous avez pas mal aux épaules, comment vous savez que vos tendons sont sains? Vous faites de l'activité, vous voyez que vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez faire grimper aux arbres. C'est un peu ça en fait. C'est ce que vous êtes capable de faire sans douleur qui va dire que vous avez les tendons sains? Oui. Ok. Oui.
Exactement. ça va toujours, Je pense que les gens qui ont des problèmes de tendons, ils ont mal quand ils font du sport. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais mal. J'ai jamais mal à mes tendons. Touchant du bois pour que ça dure. Ok, bah, de toute façon, au pire, vous avez des collègues chez qui vous tournez. Oui, j'ai Super. bonnes adresses. Bon, il est vendredi soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà presque 1 heure. Donc, Merci à vous. C'était un bon moment partagé. Ouais, super. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.